Merci à la ville de Metz de nous accueillir ici dans ce lieu prestigieux. Flavius Josèphe est une figure à la fois emblématique et fédératrice. Et quand on interroge, si on faisait un micro-trottoir dans la rue de ce que savent les gens de la rue de Flavius Josèphe, généralement ils en savent quelque chose. C'est le genre d'auteur qu'on n'a pas forcément lu, mais dont on sait quelque chose, parce qu'on l'a croisé dans ses lectures, on en a entendu prononcer le nom, on a vu écrit ce nom, curieusement avec un E. Pour un Français, c'est un peu bizarre, ce Joseph avec un E. C'est une figure politique, c'est une figure intellectuelle de premier plan, dans une période qui n'en compte pas tant que cela, et un observateur, un témoin de son temps, et l'un des seuls, en l'occurrence, sur les événements qui vous intéressent de ce premier siècle. Une figure à la croisée des cultures, des religions entre Orient et Occident, au confluent de beaucoup de données, peuples, langues, cultures. Et c'est de tout cela dont vous allez parler pendant ces 2 journées. Alors moi, je suis professeur de littérature française du XVIIIe siècle. Et de mon XVIIIe siècle, j'ai un point de vue un peu particulier sur Flavius Josèphe et sans doute une vision largement biaisée. Biaisé parce que le Flavius Josèphe que je vois, que je connais, c'est un Flavius Josèphe démembré. Une pensée qui est largement défigurée, une œuvre qui est maltraitée. Pourquoi tout cela? Parce que c'est un auteur qui est instrumentalisé à des débats et à des polémiques qui ne sont pas celles de son temps. Nous sommes en plein XVIIIe siècle. C'est la guerre entre les philosophes, ce qu'on appelle les tenants des Lumières, mais le mot lumière, vous savez, a aujourd'hui une redéfinition plus extensive, puisqu'on parle de lumière religieuse, religious enlightenment, c'est effectivement une notion très communément exploitée aujourd'hui. Un auteur assujetti donc à des polémiques et à des débats qui opposent les philosophes et les représentants de la tradition. Dès le XVIe siècle, déjà, on pense à David Blondel, on pense à Jacques Lefebvre d'Étaples, Flavius Josèphe est déjà très largement l'objet de débats, et ces débats se poursuivent au XVIIe, au XVIIIe siècle, et je voudrais citer l'exemple de l'abbé Bergier, de Nicolas Sylvestre Bergier, qui est un prêtre séculier, devient à partir de 1770 l'apologiste officiel, le défenseur officiel de l'Église catholique en France. Il est investi vraiment par les assemblées du clergé de cette époque, de cette fonction, et il s'en acquitte avec un certain succès, à tel point qu'il interagit avec Voltaire, par exemple, qui daigne s'adresser à lui dans certains pamphlets, certains textes qu'il lui adresse. Et dans le traité de la vraie religion de l'abbé Bergier, au chapitre 5, il est question du Testimonium Flavianum. Et on voit le degré d'information quand même à cette époque-là, parce que Bergier ne se contente pas de recycler de vieux arguments. Il évoque Charles Dobus, il évoque Ernest Gray, 2 théologiens anglais de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Il actualise son information sur le sujet de manière à rendre ses arguments plus forts, plus percutants dans le débat qu'il occupe, à savoir la défense de la
de la vraie religion. On connaît les réponses et le point de vue de Voltaire qu'il exprime dans plusieurs de ses textes, notamment dans le dictionnaire philosophique, mais aussi dans des conseils raisonnables à Monsieur Bergier. Il écrit « On sait assez combien les chrétiens se sont permis d'être faussaires pour la bonne cause. Ils ont falsifié, et très maladroitement, le texte de Flavius Joseph. Ils ont fait parler ce pharisien déterminé comme s'il eût reconnu Jésus pour Messie. » Donc la question qui occupe un certain nombre d'auteurs, et dont Voltaire s'empare, qui est de l'interpolation du testimonium dans le texte de Flavius Joseph, qui lui permet donc de donner cette accusation: les chrétiens sont des faussaires, ce sont des faussaires de la vérité historique. Lui qui est un historien, qui se veut un historien professionnel, et qui cherche à appliquer des méthodes et une démarche qui se veut déjà d'une certaine manière scientifique. Il écrit également ceci: « N'est-il pas absurde que Joseph, si attaché à sa nation et à sa religion, ait reconnu Jésus pour Christ? Et mon ami, si tu le crois, Christ, fais-toi donc chrétien. Si tu le crois, Christ, fils de Dieu, Dieu lui-même, comment n'en dis-tu que 4 mots ?» Donc voilà, c'est toujours sa manière de souligner ce qui lui apparaît comme des contradictions inhérentes au texte de Joseph. Ce débat se poursuit évidemment et se documente de mieux en mieux au fil du XIXe siècle en Allemagne et en France. Cette effervescence, elle est rendue possible par l'activité éditoriale. Ça, c'est aussi un point qui m'intéresse beaucoup. Et quand on écoute les spécialistes, Jean-Clément Martin par exemple, sur la question de l'édition, on se rend compte du nombre d'éditions impressionnant des antiquités judaïques au XVIIe, XVIIIe siècle. C'était des best-sellers de l'édition de l'époque, et les traductions qui en sont données, notamment la traduction de Robert Arnaud d'Andilly, très belle traduction, très littéraire. C'est aussi traducteur des Confessions d'Augustin. Il y aura une autre traduction en plein XVIIIe siècle, en pleine guerre, en pleine polémique, philosophe, anti-philosophe, en 1767, c'est celle du révérend père Gillet, qui est un Augustin, un bibliothécaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Donc ce succès, naturellement, nous amène à réfléchir sur la réception très large d'un auteur, d'un penseur, à travers certains de ses textes du moins. C'est le juif préféré des chrétiens. C'est le regard juif porté sur les premiers temps du christianisme. Et avec ce testimonium, c'est un aveu du messianisme de Jésus, une preuve historique, enfin une preuve historique positive, en l'occurrence, de l'existence de Jésus, indépendante du témoignage de ses disciples. Relancée en plein XVIIIe siècle, l'exploitation apologétique de Flavius Joseph n'empêche pas sa lecture pour lui-même. Et les grands auteurs comme Montesquieu, comme Diderot, les encyclopédistes lisent Flavius Joseph. Les références à Flavius dans l'encyclopédie sont nombreuses. Donc c'est un auteur lu, estimé, son prestige est réel, en dépit même de ce contexte hautement polémique que j'évoquais. Tirant parti des nombreux travaux réalisés sur cet auteur, les découvertes les plus récentes, ce colloque va investir la richesse et la complexité d'un penseur peut-être insaisissable, mais ça c'est vous qui nous le direz. Une pensée qui est marquée au coin de l'ambivalence, voire de l'ambiguïté, du paradoxe, ce sont des mots que j'ai relevés dans les résumés des communications. Un auteur qui amène à s'interroger sur la place de la rhétorique dans ses textes et la place des émotions. L'évaluation que vous allez porter aussi sur les caractéristiques de la croyance et du rapport de Flavius Joseph à son judaïsme et des points particuliers comme la conception qu'il a du mariage chez les Esséniens, l'inscription de sa pensée plus généralement dans l'époque puisqu'il va être question de son originalité. Il sera question de réception, et ça c'est effectivement un point très intéressant, tant dans l'Antiquité chrétienne qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans des versions latines, dans les versions slavones. Un panorama très riche dont on peut se réjouir d'emblée. Flavius Joseph nous amène, dans une actualité qui est une actualité dramatique, à penser les rapports entre les cultures, entre la romanité et la judaïté, entre le christianisme et le judaïsme, au-delà des réflexes binaires qui malheureusement sont les nôtres, dans notre formation, notre culture. Et je voudrais citer les premières lignes du Christ juif de Daniel Boyarin, dans la traduction, première ligne très percutante qui pose d'emblée et dans
je dirais, dans notre actualité, la question érudite, savante, qui est la vôtre. S'il y a bien une chose que les chrétiens savent à propos de leur religion, c'est qu'elle n'est pas le judaïsme. S'il y a bien quelque chose que les juifs savent à propos de leur religion, c'est que ce n'est pas le christianisme. S'il y a bien une certitude que les deux groupes partagent à propos de ce double n'est pas, c'est que les chrétiens croient en la Trinité et en l'incarnation du Christ, et les juifs, non. Que les juifs mangent cachère et les chrétiens, non. Quelques lignes qui nous donnent envie de lire la suite, c'est ma lecture du moment, parce que nous sommes conditionnés, je crois, fortement et mentalement par notre éducation, par les médias, par l'opinion, à ces marqueurs différenciants qui sont extrêmement binaires, l'un opposant l'autre. Et comment vivre et penser la différence, la vivre en la pensant, la penser à force de la vivre jusqu'à l'incarner, c'est peut-être ce à quoi nous invite Flavius Joseph, et j'en finis là, et je vous souhaite un excellent colloque. Merci. Pero